Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'était un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 7 clés du livre Comment faire les bons choix de Dan Elf et son frère Chip Elf. Dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses brièvement: qui je suis, qui sont ces deux frères Dan et Chip Elf, et enfin les 7 clés que j'ai retenues de ma lecture du livre Comment faire les bons choix. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, je suis un ancien démotivé de la vie. J'avais des difficultés à trouver comment me motiver, comment continuer à avoir de l'énergie, à être stimulé par les choses que je voulais faire dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai trouvé des ingrédients qui me permettent de vraiment agir sans cesse pour essayer d'améliorer ma vie et en tout cas faire qu'elle soit meilleure que celle que j'avais hier. Je partage avec toi toutes mes clés et mon objectif est d'impacter des millions de personnes à trouver enfin aussi en eux la confiance en eux pour avancer dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Dan et Chip Elf sont deux frères qui ont beaucoup travaillé sur le management. Ce sont deux personnes qui sont spécialisées dans le management de personnes et d'entreprises. Ils sont vraiment dans cette dynamique de chercher des points d'amélioration, des points de performance. Et Dan, si on commence par Dan, il est né en 1973 et il est employé pour travailler dans une université de Duke. Donc il accompagne en fait des entrepreneurs, des étudiants sur justement tout ce travail autour du management d'entreprise, du management de personnes, sur comment améliorer tout ça. Et son frère est dans la même trempe puisqu'il est à Stanford Graduate School of Business, donc une école de business, d'entrepreneuriat. Et ce sont deux personnes qui s'intéressent profondément à la réussite d'entreprise, au dynamisme d'entreprise et qui se sont posées cette question qui pour nous est vraiment importante, c'est comment faire les bons choix. Comment justement un choix est-il basé dans notre vie? Qu'est-ce qui va faire qu'on choisisse quelque chose ou autre chose? Quels sont les facteurs clés du choix et comment orienter le choix d'autres personnes, mais aussi orienter son propre choix. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui est très large. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? Bon, j'ai eu la chance de pouvoir le trouver à un très bon prix sur Amazon directement. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé, je me suis dit, il faut que je me lance, il faut que je découvre ce livre, il faut que je le lise. Je ne vais pas partager avec toi les 7 clés que j'ai retenues de cette lecture, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première clé que j'ai retenue de ce livre, c'est les pièges de la prise de décision. En fait, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit jamais, mais lorsqu'on va discuter avec quelqu'un, la façon dont on va en fait poser la question d'une décision, d'un choix, va fortement orienter la réponse et aussi la prise d'action que la personne va donner. Si je réponds à quelqu'un, veux-tu faire ça ou ça? La personne va devoir choisir. Et si la personne choisit, si vous avez posé cette question alors que vous vouliez absolument que la personne choisisse l'un ou l'autre, vous allez apercevoir que la personne peut choisir ce qui lui convient et pas du tout ce qui pourrait vous convenir ou ce qui pourrait convenir à vous deux dans cette relation. Donc il y a une façon de dialoguer, d'échanger justement, et donc il y a des prises. Il y a des pièges dans la prise de décision. Il y a aussi, quand on va réfléchir à une situation, eh bien on peut se poser cette question à nous-mêmes en faisant choisir est-ce que j'arrête cette activité ou est-ce que je la continue? Mais plutôt, on pourrait se poser la question comment je peux faire pour améliorer cette activité ou faire qu'elle puisse continuer? Et toutes ces questions qu'on va se poser vont orienter nos réponses et ces réponses vont nous mettre en action. Donc si nous répondons de mauvaise façon à cette question, ça ne peut pas fonctionner. On peut imaginer aussi ça dans une vie personnelle. Est-ce que je continue avec cette personne ou est-ce que je m'arrête dans la relation? On est en mode binaire, alors que la meilleure des questions qu'on puisse se poser, c'est comment je peux améliorer ma relation avec mon partenaire. Et avec ce comment, je vais trouver des milliers d'astuces, de techniques ou de choses qu'il faut que je fasse pour améliorer ma relation. Et tout de suite, on se met dans une phase d'action constructive et non pas en fait d'arrêt éventuel ou d'émotionnel par rapport à ce que l'on pourrait vivre. Deuxième clé que j'ai retenue de ce livre, c'est trouver quelqu'un qui a résolu votre problème. Parce que parfois, quand on fait des choix, on oublie qu'il y a des personnes qui ont déjà réussi à trouver des solutions à ce que nous voulons vivre et qui sont peut-être plus avancées sur le domaine que nous envisageons de parcourir. Et donc, ces personnes-là vont nous permettre de nous donner les décisions qu'ils ont prises et aussi le comment, nous expliquer comment ils ont fait, pour nous permettre de ne pas nous mettre dans des choix personnels, d'expérimenter de manière complètement seule et dans une grotte finalement avec juste notre lumière sur le bout du front et d'avancer par tâtonnement à vouloir trouver la sortie de notre problème. Les gens qui ont déjà exploré cette grotte-là peuvent vous expliquer, vous dire comment justement trouver la sortie plus facilement. Donc trouver ces personnes-là, plus le problème va être complexe, plus la grotte dans laquelle vous êtes est profonde
Et moins il y a de lumière dans cette grotte, j'ai envie de dire, plus il va vous falloir trouver le guide, la personne qui a déjà exploré cette grotte et qui sait comment en sortir. Troisième clé que j'ai retenue de ce livre, c'est tester rapidement. On l'a vu, une prise de décision doit être bien orientée par l'action, avec le comment, et une fois qu'on a trouvé un comment, il faut agir maintenant avec l'action qui nous paraît le plus approprié, la plus simple pour nous à mettre en pratique pour avancer, pour se lancer et pour surtout très vite échouer éventuellement sur cette prise de décision. Si je veux sortir de ma grotte, peut-être qu'il faut que j'utilise un harnais, peut-être que j'utilise une corde, peut-être que je rampe, peut-être qu'il faut que je m'assoie, je n'en sais rien, mais il faut très vite que je teste pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas et pouvoir justement changer éventuellement de stratégie, changer le fusil d'épaule comme on le dit plus couramment. Quatrième clé que je retiens de cette lecture, c'est surmonter ses émotions immédiates. On vit dans un monde où il y a beaucoup d'émotions immédiates. Il y a des personnes autour de nous qui vont vouloir nous faire vivre des émotions pour après d'ailleurs nous manipuler en quelque sorte. Donc toutes ces émotions immédiates qu'on va ressentir dans ces situations-là, il faut apprendre finalement à les neutraliser rapidement pour pouvoir garder des décisions qui soient lucides. Parce que si je vous fais choisir des choses avec une introduction d'émotions sur l'une des choses que vous faire choisir, vous allez peut-être choisir, si l'émotion est positive, cette chose, et si l'émotion est négative, une autre chose. Justement, donc on peut influencer, manipuler de cette manière-là, et on peut se faire manipuler à notre tour aussi sur le fait de surfer sur des émotions négatives ou positives par rapport à des émotions immédiates. Donc attention à ces émotions immédiates qui sont parfois proposées, suggérées par les personnes et votre entourage. Cinquième clé que je retiens de ma lecture de ce livre, c'est respecter ses priorités essentielles. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi de faire quotidiennement? Quel est important pour toi de faire chaque semaine, chaque mois, chaque année? Quelles sont les routines que tu dois impérativement, les choses que tu aimes faire et que tu dois faire pour ta vie et pour ton équilibre? Parce que très souvent, on oublie son équilibre, on se laisse déborder par les choses qu'on a réalisées chaque jour, par le métro, boulot, dodo, et on oublie un peu ses perspectives et les obligations que l'on veut pour son avenir, pour justement avoir une retraite peut-être plus rapidement que si on attend seulement le système de l'État et les possibilités des choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Sur quoi je peux me concentrer aujourd'hui qui peut me permettre d'avoir une retraite vraiment à l'âge que je veux? Sur quoi je peux me concentrer pour avoir la relation que je veux aujourd'hui? Sur quoi je peux me concentrer pour avoir le corps que je veux aujourd'hui? Pour faire les activités, les voyages que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux maîtriser? Qu'est-ce que je maîtrise? Et aussi de respecter ses priorités donc essentielles. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi d'agir chaque jour, de faire chaque jour? C'est vraiment très important. Sixième clé que j'ai retenue de ce livre, c'est installer un signal d'alarme. Quels sont les minimums de mes essentiels? Quels sont les minimums des choses que je dois réaliser dans ma vie, dans les choix que je réalise aussi au quotidien? Qu'est-ce qui est le minimum vital? Qu'est-ce que je dois faire au minimum? Est-ce que c'est manger 2 fois par jour? Est-ce que c'est boire minimum 1 litre d'eau par jour dans le côté santé? Est-ce que c'est d'appeler 10 clients par jour? Est-ce que c'est trouver son minimum et dès qu'on passe sous ces minimums, installer un système d'alarme, donc d'avoir un process d'évaluation pour se dire est-ce qu'aujourd'hui c'est bien? Par exemple, actuellement dans mes priorités, enregistrer 2 vidéos par jour, c'est quelque chose de prioritaire, c'est le minimum que je dois faire. Si j'en enregistre 3, 4, 5, 6, je serais très content, mais 2 vidéos par jour, c'est le minimum que je m'impose pour pouvoir continuer à être dynamique, continuer à progresser, continuer à avancer, continuer à partager des choses et aussi pour progresser moi-même dans ma façon d'exprimer, de partager les informations que j'apprends au quotidien et pouvoir y penser aussi de manière orale parce que j'ai besoin de ça pour vraiment, encore une fois, progresser. Et donc ce minimum là pour moi il est aujourd'hui vital. Un jour forcément il y aura des changements, des routines qui vont se changer, mais actuellement 2 vidéos par jour c'est la routine qui me convient le mieux. Enfin, septième et dernière règle clé que je retiens de ce livre, c'est faire confiance au processus que l'on a défini. On a vu, il fallait mettre en place un processus pour faire des choix, pour aussi réfléchir sa vie avec des actions, avec des signaux d'alarme et aussi faire confiance à ce processus. Quand j'ai mis en place un processus, je peux l'améliorer, je peux revenir en arrière sur certaines évolutions que j'ai pu faire, certaines versions. On voit les logiciels qui évoluent sans cesse. C'est pareil pour notre vie, pour nos routines, il faut les faire évoluer sans cesse, modifier, déplacer, décaler, rechanger, sortir, enlever, éliminer, renforcer, atténuer. Bref, il faut continuellement chercher à améliorer, mais surtout faire confiance à son processus. Quand on l'a mis en automatique, quand on est vraiment sûr et qu'on n'a pas envie de chercher à l'améliorer, il faut développer, appliquer pour justement avancer. Par exemple, quand je fais ces vidéos-là, j'ai une trame bien précise. Tant qu'elle fonctionne pour moi, tant que je me sens bien à l'aise avec celle-ci, je continue, je renforce. Et puis quand je sens que je commence à me lasser, j'atténue, je crée de nouvelles choses, j'exclus, j'élimine des choses qui ne me conviennent plus et on avance comme ça. C'est ça le processus d'amélioration. Encore une fois, 4 étapes du processus d'amélioration, je te le rappelle si tu ne les connais pas, c'est éliminer, renforcer, atténuer et créer dans cet ordre-là. Généralement, on cherche toujours à éliminer en premier, atténuer quelque chose, renforcer et créer pour remplacer les choses qu'on a pu
enlevé. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, eh bien, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube. Et puis, si tu veux aller plus loin que cette simple vidéo, je t'ai promis un petit cadeau en début de cette vidéo. Tu le trouveras dans la description de cette vidéo. 7 livres impactants et inspirants pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.